j'ai pas vraiment préparé. Je suis un peu dans la même situation que Baptiste, mais j'ai moins d'excuses parce que moi, ça fait plus longtemps que je pratique le truc et du coup, je ne suis pas revenu. En fait, j'ai pas vraiment réfléchi à ce que j'entendais par la pratique de terrain philosophique, sachant que c'est toujours ce qui me semblait évident que j'étais en train de faire. Et donc, du coup, ça m'a donné l'occasion aujourd'hui d'essayer finalement de cristalliser ça autour d'un ensemble de points. Et je vais vous essayer de faire cette présentation, parce que j'ai 25 minutes, assez rapidement, un peu sur le mode d'un parcours, avec plutôt dans l'esprit d'un retour d'expérience. Et à chaque fois, je vais essayer de formaliser un petit peu ce que j'entends par ce que j'appellerais différentes postures dans le rapport d'un philosophe au terrain. Alors, il y a une dimension un peu biographique, et vous m'en excuserez, mais comme c'est un retour d'expérience et donc de pratique de terrain, je peux difficilement l'éviter, mais je vais essayer de m'étendre le moins possible sur les aspects anecdotiques. Alors, moi, au départ, en fait, c'était dans les années... Moi, j'ai commencé à m'intéresser aux questions liées à l'époque, c'était surtout d'éthique environnementale et d'écologie politique dans les années 98 à peu près, 96, 98. Et je trouvais que c'était une façon de pouvoir commencer à aborder les enjeux de la métaphysique, les enjeux de l'histoire de la philosophie, sous un angle particulièrement subversif et aussi créatif. Mais j'étais déçu par les travaux qu'on avait à l'époque à disposition, parce qu'on avait finalement on avait le bouquin de Catherine Larère sur les philosophies de l'environnement à l'époque, et il y avait évidemment les textes des philosophes américains sur le sujet, de Caldicott par exemple, de Norton, et de quelques autres. Donc c'était pas notre tradition. Et il y avait très peu de répondants dans l'université pour travailler sur ces sujets. Et je me souviens que, du coup, à l'époque, je me disais, mais comment aborder ce sujet-là? Parce que c'était très loin aussi. Moi, je suis parisien, par exemple. Je suis né à Paris, et donc, du coup, j'ai surtout vécu en ville. J'ai quelques expériences avec la nature, bien entendu, mais c'était quelque chose d'assez distant de commencer à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que le sauvage, quand on est dans cette position-là. Et donc, du coup, je me demandais, mais comment faire de la philosophie sur ce sujet-là sans faire, finalement, une traduction ou un débat abstrait par rapport à un courant culturel philosophique américain et le confronter à la position française. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc du coup, je me suis dit, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de déterminer un terrain là-dessus et d'aller voir comment c'est? Et du coup, l'idée de commencer à faire du terrain, c'était vraiment l'idée de créer un écart par rapport à ce qu'on connaissait déjà, de créer un décentrement et d'essayer d'aller interroger ce que pourrait être une expérience, par exemple, du sauvage. Qu'est-ce que ça pourrait être? Comment est-ce que je pourrais avoir une expérience du sauvage? Je me suis dit, tiens, voilà, il nous parle de ces espaces-là. Et c'était surtout aussi la volonté de sortir la philosophie de l'université. C'est-à-dire que de ces protocoles d'évaluation, de cet aspect normatif qui, indépendamment de la rigueur de la démarche, va juger de ce qui relève du philosophique et de ce qui n'en relève pas. Je me souviens de débats avec Pierre-François Moreau, par exemple, autour du loup, parce que j'ai travaillé sur le loup très longuement aussi, et il me disait, le loup, c'est pas de la philosophie. Et au-delà du nom du loup en philosophie hobbesienne, le loup peut être un objet philosophique, comme le montre fort bien le travail que fait Baptiste, et donner lieu à une émergence et à une création de concepts, comme le concept qu'a présenté Baptiste, par exemple, de diplomatie interespèce. Donc le loup peut être un objet philosophique, mais pourtant, à l'époque, je me souviens, dans les années, ça c'était en 2002-2003, il y avait une résistance très forte à l'école normale supérieure, par exemple à Lyon, justement, avec des philosophes, à considérer que ça puisse être un objet philosophique. Donc, l'idée c'était de se dire, mais prouvez qu'on peut le faire, prouvez que ça peut être un objet philosophique, c'est ça qu'on... Mais déterminer la méthode pour pouvoir le faire, parce qu'on ne peut pas le faire simplement sur des textes, on ne peut pas le faire simplement sur un travail, je dirais, réflexif, ou au deuxième degré, sur des connaissances produites par d'autres. Il faut expérimenter soi-même pour pouvoir déterminer une autorité de l'expérience dans la façon de pouvoir imposer une vision, un point de vue, une création de concept. Et ça peut se faire qu'à partir d'une position assumée subjectivement par une expérience élaborée. Donc comment on élabore cette expérience? Donc on l'a pas en bas de chez soi. Et qu'on ne travaille pas sur la cartographie de nos passions ou sur d'autres aspects sur lesquels on a plus de facilité d'accès à l'expérience. Et donc du coup, pour essayer de faire ça, il y avait aussi d'autres inspirations à l'époque. Il y avait des inspirations apportées par le travail de Latour en anthropologie symétrique et en sociologie des sciences. Il montrait qu'on pouvait faire des terrains et il formalisait ces terrains
Et ces terrains permettaient d'imaginer d'autres dispositifs de connaissance ou d'organisation politique. Donc du coup, on avait aussi des précédents, indépendamment des grands précédents que vous avez déjà évoqués, comme Michel Foucault, bien sûr, ou les travaux de Lévi-Strauss repris par Descola. Donc, bon, j'ai découvert le mot philosophie de terrain beaucoup plus tard, dans les années 2007, avec Robert Frodman. C'est Robert Frodman à l'Université du Texas. On était en train de faire une enquête sur comment créer un centre qui permettrait d'innover à l'interface sur les politiques de la Terre, à l'interface entre les sciences de la nature et les sciences humaines, et quels étaient les centres qui dans le monde, étaient les plus, avaient le plus de succès dans ce domaine. Eh bien, j'ai rencontré Robert Frodman, et c'est lui qui m'a expliqué le contexte dans lequel il a fait émerger ce concept. Donc, field philosophy, il y a plusieurs articles écrits par Frodman sur le sujet, je pense que vous les connaissez. Et la façon dont lui faisait émerger les choses, c'était pas autour de la question de l'expérience, comme je viens de l'évoquer, c'était plutôt autour de la question de l'interface entre l'interdisciplinarité dans la production des programmes de recherche et la construction des politiques, et des politiques publiques. Comment est-ce que, finalement, le fait d'avoir un terrain permettait de ne plus être dans la situation de ce que chacun fait des choses de son côté, et qu'on puisse mieux coordonner la coproduction, la co-construction des questions sur lesquelles on travaille. C'était un petit peu plutôt sous cet angle-là que travaillait Frodman. Et c'est un autre angle que j'ai rencontré aussi plus tard dans la pratique du terrain. Donc, différentes, je dirais, là, c'est de présenter un petit peu le contexte qui, dans ma vie, m'a conduit à travailler là-dessus. Et je vais essayer d'aborder maintenant, en fait, les différentes postures un peu que j'ai eues pour essayer de répondre à ces questions-là. Donc, la première posture, ça a été autour de la question du sauvage, et c'était dans les années 2000. Et c'était justement se dire, ben voilà, on a toute une éthique de l'environnement qui est basée sur une représentation culturelle du sauvage clairement américaine. Et comment avoir une expérience de ça? Alors du coup, avec un ami, avec que je ne vois plus beaucoup maintenant, mais en fait, on était très très proche pendant longtemps, on est parti et on a travaillé dans le parc national de Yellowstone, qui était le premier parc national en 1872. Et l'idée, c'était d'aller voir, d'explorer, et de se mettre en situation qu'on pourrait qualifier d'observation participante, en accompagnant, par exemple, le programme de réintroduction des loups avec John Smith pendant quelques temps, en participant à des programmes de suivi de population de bisons, par exemple, il y avait ça aussi, en travaillant avec les biologistes qui étaient sur le terrain, et en essayant de mieux comprendre leur positionnement par rapport à l'animal, mais aussi en interrogeant la façon dont le parc concevait la gestion d'un espace dont il devait préserver l'image, disons, sauvage, parce que c'est dans ses missions. Et du coup, par exemple, c'est à ce moment-là où j'ai découvert que les modalités d'organisation de la gestion du parc se font sur des tableaux dans lesquels il y a tout un ensemble de raisons d'agir d'un côté et tout un ensemble de raisons de ne pas agir de l'autre. Et donc, comment est-ce qu'on arbitre entre agir et ne pas agir quand on a pour mission de préserver une vignette de l'Amérique primitive ou de l'Amérique sauvage quand on est de National Park Service? Du coup, ça permettait de beaucoup mieux comprendre ce qui était en jeu politiquement autour de cette notion de sauvage. Ça a été une des façons pour moi, un peu mon initiation à comment peut-être faire du terrain en philosophie. Et puis j'ai appris beaucoup de choses, on suivait les loups, on a pris l'habitude de les regarder. Et quand je suis rentré en France, on avait toutes ces problématiques sur les loups en France, et on était très surpris de la disproportion par rapport au débat politique sur le loup, et avec la réalité des prédations sur le loup et finalement ce que c'est qu'un loup. Et donc, ça a été aussi un élément déclencheur qui a disons, de mon côté, on s'est dit, mais il faudrait essayer de comprendre pourquoi le loup devient un tel enjeu politique, pourquoi le loup devient une affaire d'État, et comment faire pour faire ça. Et ça, je n'ai pas pu faire ça tout de suite, parce que du coup, on avait d'autres travaux sur lesquels on s'était lancé. Et je dirais que la deuxième posture, c'est pas aller voir ou explorer, mais c'est se placer au milieu. Et donc, se placer au milieu, ça a été un travail fait autour d'une autre forme de sauvage, qui est les espaces délaissés, c'est-à-dire l'aménagement du territoire produit, c'était dans les années 2003, avec Patrick Bouchin, l'architecte, autour d'un programme qui s'appelait La forêt des délaissés, et avec Gilles Clément, juste avant qu'il écrive son ouvrage Le tiers paysage. Et du coup, là, l'idée c'était de comprendre qu'on produisait du sauvage, on produisait une féralité, du simple fait qu'on aménageait le territoire. Et du coup, il y avait des espaces qui étaient des lieux, des territoires, si on peut définir ça comme ça, qui étaient comme des chutes, des déchets de l'aménagement. Et dans ces territoires, il se passait beaucoup de choses. Il se passait beaucoup de choses parce qu'il y avait
pas mal d'études du ministère de la Culture à l'époque qui avaient déjà été faites et qui montraient comment les artistes se appropriaient ces espaces-là. On avait des logiques de voisinage original qui se mettaient en place, il y avait des migrants qui arrivaient à l'époque déjà de Syrie, qui étaient positionnés là. Mais il y avait aussi une écologie de ces lieux, et que Gilles Clément a bien clairement expliqué dans son bouquin Le tiers-paysage, cette dimension de ressources qu'on trouve dans l'abandon, le fait que l'abandon de ce territoire puisse être une chance. Mais je dis se placer au milieu parce que la démarche philosophique qu'on m'a demandé de participer à ce travail-là, et on me demandait d'écrire, de manifester ou d'expliciter la raison pour laquelle il y avait une valeur politique de ressources de ces lieux. Ça donnait des textes, des manifestes, du type l'impensée de la ville, ou des choses comme ça, des articles, des travaux avec des artistes. Mais c'était ce qui, moi, je retiens, et que je peux retenir en termes de formalisation, là, pour partager avec vous qu'est-ce que c'est le terrain, ben, c'est l'idée que ces délaissés n'apparaissent pas sur une carte. Ces délaissés n'apparaissent pas, ils n'apparaissent que si on les pratique. Ils n'apparaissent que si on les rencontre. Et la configuration qui les rend possible, de relations, d'interrelations qui les rendent possible, ne peut être manifestée que du point de vue du délaissé. C'est-à-dire que, mais ça se vit très facilement sur le point de vue spatial. Souvent, ces délaissés échappent, parce qu'ils sont cachés. Donc les parcours qu'on a, ils sont cachés par les parcours qui les excluent. Donc du coup, se promener dans la vie, ça ne permet pas nécessairement de les rencontrer. Donc du coup, en se positionnant à partir du délaissé, on a un autre point de vue sur la vie. Et donc on rencontre d'autres gens. Donc on a une autre histoire de la vie qui peut s'écrire, et dans laquelle le philosophe, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il n'habite pas dans le délaissé, il fait peu de choses dans le délaissé. Mais il peut aider à légitimer ces discours, comme vous l'avez très bien dit. Il peut aider à accréditer et à justifier ces logiques de réappropriation spatiale, qui sont souvent liées à des logiques de ségrégation sociale et économique. Donc, et qui sont liées aussi à des possibilités d'avoir d'autres publics et d'autres terrains pour d'autres pratiques, des pratiques artistiques et autres. Aujourd'hui, c'est évident. Mais il y a une quinzaine d'années, c'était quelque chose de pas nouveau, mais il fallait quand même encore pas mal travailler pour le faire cadrer. Donc là, sa deuxième impasse, c'est se placer au milieu. Ensuite, je dirais l'autre disons, posture que je mettrai en avant, c'est la posture de la pratique. Je dirais l'exercice, exercer, pratiquer. Et donc directement participer. Alors ça, c'est ce que j'ai fait. De mon côté, j'ai vécu, expérimenté en tout cas. Je travaillais avec le ministère de ce qu'on appelait à l'époque le ministère de l'écologie, de l'environnement et de l'écologie. Au départ, c'était la direction de la nature et des paysages, qui est devenue après la direction de l'eau et de la biodiversité. C'était en 2004-2005. Et là, évidemment, moi, je ne voulais pas faire ça. Parce que je sentais par le travail parce que j'avais expérimenté à Yellowstone, travailler sur le loup, c'est toute une vie. Il y a des gens qui mettent le grenage là-dedans. Il y a le bouquin de Bobet qui parle de l'animal dévorateur ou dévorant qu'est le loup, sur le plan psychanalytique. Et bien oui, d'une certaine façon, ça vous bouffe parce qu'on est pris dans des histoires sans fin. Une fois qu'on a mis le doigt dans cet engrenage-là, c'est très difficile de le sortir. Et tous les gens que j'avais rencontrés qui travaillaient sur les politiques du loup aux États-Unis, c'était des gens qui avaient sacrifié leur vie privée quasiment là-dessus. Ils étaient obligés de trouver une deuxième famille pour pouvoir refonder famille autour de cette passion qui était la leur. Et c'est pas vraiment ma passion. Mais je me disais, si je rentre là-dedans, je risque de plus être capable de faire un travail de philosophe. Mais d'un autre côté, la tentation était tellement forte. Donc du coup, je me suis dit, voilà, je vais essayer. Et du coup, je me suis dit, je vais devenir un truc que je n'avais pas prévu de devenir, qui était chargé au ministère de l'Environnement, donc de la gestion des grands prédateurs. Donc il y avait les loups, il y avait les ours, il y avait, j'ai tous pris en fait, les lynx, il y avait aussi les cormorans. Cormorans, c'est un sujet passionnant. Et il y avait les goélands sur les problèmes urbains, et il commençait à avoir les vautours. Mais bon, les vautours n'étaient pas considérés comme des prédateurs, donc du coup, c'était à la limite. Le vautour, c'était un cas limite, mais ça se poserait de longues conversations là-dessus. Donc j'ai fait ça pendant 5-6 ans, et c'était très intéressant, jusqu'en 2010. Et du coup, l'idée, c'est de construire ces politiques. Et de voir comment elles se construisaient, selon quelle rationalité elles se construisaient, quels étaient les types d'interlocuteurs qui étaient dedans, comment est-ce qu'on pouvait aussi peut-être subvertir certaines choses, comment est-ce que par le conseil aux ministres, on pouvait essayer de voir quelle était la marge d'infléchissement
de ces machines politiques que sont les plans de gestion d'espèces protégés. Quel type de rapport à l'administration, au droit qu'elle est censée faire respecter, parce qu'au ministère, on est surtout des machines à déroger, c'est-à-dire on imagine la capacité de dérogation plutôt que la capacité d'imposer la loi, on n'est fait pas la police. Mais en revanche, on a besoin de nous pour avoir des bons argumentaires pour déroger au droit de l'environnement. Donc, ou pour se défendre contre les recours des associations, ou pour se défendre et prévenir les reproches de la Commission européenne, ou pour créer des alliances à l'échelle européenne avec d'autres pays pour défendre des positions sur l'interprétation de la directive Habitat dans les groupes d'experts européens. Enfin bon, j'énumère, mais ou pour travailler sur des nouvelles techniques de gestion d'espèces sur le terrain avec l'ONCFS, en effet. À l'époque, je me souviens, on avait plainte avec le ministère de l'Agriculture, comment le ministère de l'Écologie et le ministère de l'Agriculture se positionnent les uns par rapport aux autres, par rapport au suivi de cette espèce. Le ministère de l'Agriculture n'est pas du tout l'ennemi qu'on croit. Le ministère de l'Agriculture a souvent été bien plus, je dirais, moteur de transformation que le ministère de l'Environnement. Les conservateurs du ministère de l'Environnement. Donc du coup, quel type de, comment l'information circule-t-elle dans une politique nationale de ce type-là, du niveau départemental et local, à travers quel filtre, jusqu'au niveau régional qui coordonne et au niveau national. C'était vraiment passionnant. Et c'est ce que je me disais, je n'arriverais pas à faire autre chose que gérer tout ça. Mais c'était aussi un moment dans lequel on était confronté à des logiques qui, avec le recul aujourd'hui, je vois comment elles sont éclairantes. Par exemple, quand j'ai arrêté de travailler sur l'eau, c'était en 2010. On tuait très peu de loups à l'époque. Entre 2005 et 2010, on avait des quotas pour tirer les loups. Enfin, pas des quotas, des plafonds. C'était toujours des plafonds. Ils sont devenus des quotas plus tard. Et ces plafonds permettaient de dire, voilà, on peut tirer jusqu'à 5 ou 6 loups, étant donné l'état de la population. Et on en tirait 2 ou 3, des fois 1, des fois pas. Et ce qui permettait de garder la maîtrise de la situation. C'est pas parce qu'on peut les tuer qu'on doit les tuer. On les tue parce que l'acte de déroger à la protection du loup permet finalement de réduire les dommages. Donc du coup, c'est dans cet esprit, non pas de régulation d'une population, mais de réduction des dommages, que s'exerce la possibilité de déroger au droit et de tuer des loups, de détruire des loups. Après, ça a changé radicalement. Dans le plan entre 2010, qui s'est mis en place à partir de 2010, et ensuite dans le plan qui s'est stabilisé donc entre 2013 et 2017, il y a eu une mise en place d'une politique complètement différente, dans laquelle en fait tous les verrous qui permettaient d'établir une gradation dans la riposte de l'État par rapport aux prédations ont sauté. De sorte qu'on avait par exemple, et c'était assez drôle d'ailleurs, on avait par exemple toutes sortes d'étapes avant de pouvoir arriver à tirer un loup. Soit à donner l'autorisation d'un tir de défense pour un éleveur, soit d'autoriser un louvetier d'intervenir sur le territoire, soit de demander à l'ONCFS de procéder à un tir sur ce territoire. Et un tir de prélèvement dans ce cas-là. Et l'éleveur devait d'abord procéder à un effarouchement. L'effarouchement était la chance. Pendant toutes les années, j'ai essayé longuement et je n'y ai pas arrivé. Mais était la chance. Les bergers étaient avec nous. Les bergers, pas les éleveurs. Bergers, petits éleveurs, qu'on arrivait à faire se représenter au groupe national. Eh bien, c'était la chance de la diplomatie interespèce. Parce que c'était le moment dans lequel on ne tire pas vraiment. On ne tire pas. Et donc c'était dans le moment dans lequel on cherche des alternatives. Et ils cherchaient, certains avaient pissé autour de leur, uriner autour de leur troupeau. Certains utilisaient de l'ammoniac. Ils essayaient de réfléchir à ce dont vient de vous parler Baptiste, c'est-à-dire qu'ils réfléchissaient à comment faire de la diplomatie interespèce, comment communiquer avec le loup, comment s'assurer que, et c'est tout ce que tu viens d'expliquer là, c'était le moment de l'effarouchement. C'était ce moment dans l'échange dans lequel on n'est pas dans le létal. Et bien ce moment a sauté. Le chien a été considéré comme un effarouchement suffisant. Du coup, formellement il a sauté, matériellement on a dit bon voilà il y a le chien, donc ça suffit. C'est pas comme ça qu'il faut penser la chose. Et ensuite, on est passé directement à autoriser donc le tir. Et à un moment où on a commencé à sauter cette étape, on ne devait plus attendre qu'il y ait une au moins attaque, voire 2 en fonction des zones dans lesquelles on se trouvait. On a autorisé le tir tout de suite. De sorte qu'on a découplé la matérialité de l'acte, c'est-à-dire sur le fait que des loups, effectivement, nous le savons, vraisemblablement, vont manger des moutons, et bien s'ils le peuvent, eh bien on a découplé la matérialité de l'acte,
de l'intention prédatrice du loup. Et on a remis en place une dérogation sur cette base-là, ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, on peut tirer les loups à vue, sur le parcours même disons de transhumance, indépendamment du fait que vous ayez ou pas subi cette année un dommage de l'espèce. Là, vous voyez bien qu'on est dans une dérive par rapport à l'autorisation de la dérogation et au droit de l'environnement, et on a fait sauter des verrous qui étaient des verrous qui permettaient d'assurer qu'il n'y a pas d'alternative. Parce que dans le droit de l'environnement, il faut s'assurer, il faut montrer qu'on détruit une espèce protégée si on peut avérer qu'il n'y a pas d'alternative à des dommages importants. Donc la qualification d'importance du dommage, d'une certaine façon, a sauté, et la qualification de l'alternative au tir a sauté. Donc du coup, on est dans un usage de la dérogation assez particulier quand même. On est en train, là, on n'est plus vraiment dans du droit de l'environnement, de la protection des espèces. On est en train de passer à autre chose. Mais on ne le dit pas. Mais quand vous réfléchissez, la période, de toute façon, ce que je trouvais très amusant dernièrement, c'est que la personne qui présidait le groupe national Loup s'appelait Castaner. Et c'est lui qui a fait sauter tous les verrous, en fait, sous son autorité. Et quand on regarde la logique de répression avec LBD, par exemple, sur les gilets jaunes, quand on regarde la façon dont on pénalise, on met en place une sorte de pénalisation dans la façon de maintenir l'ordre public, on peut remarquer que ce type de confusion se retrouve dans la façon dont on va gérer l'ordre public, justement, autour de manifestations insurrectionnelles, considérées comme insurrectionnelles. Et donc, l'homologie entre la gestion des loups et la façon dont on a mis en place un système pour maintenir l'ordre public par rapport à la prédation lupine est complète. Si on regarde exactement la façon dont les gradations, par exemple, dans les rapports d'effarouchement des forces de l'ordre aux manifestants, ont été clairement mises de côté. C'est-à-dire qu'on va directement au sous-étal. Et bientôt, dans cette logique systémique, c'est logique qu'on mobilise l'armée. Et que l'armée dise, si on nous demande, c'est logique, parce que c'est systémique. Donc du coup, on voit, et là je pense qu'on peut assez facilement le montrer, comment sur le loup, on a des éléments d'interprétation d'une transformation de la façon dont on gère l'ordre public aujourd'hui en France, et pas qu'en France. Et ça, c'est un des intérêts qu'un philosophe peut trouver à avoir pratiqué longtemps ce genre de choses, parce que ce sont les mêmes arguments, on voit le même type de réunion, on voit comment ça fonctionne. Et du coup, ça décomplexe beaucoup par rapport à cette idée que ce sont des gens qui savent, qui prennent ce genre de décision. Il y a beaucoup de dynamiques systémiques qui sont en place et on est beaucoup agi par ces logiques. Alors, donc ça, c'était la période pratiquée, participée, essayer de subvertir ou pas. Ensuite, il y aurait plutôt une période que j'appellerais plutôt après, j'ai commencé à travailler sur la prospective. C'était beaucoup mieux, beaucoup plus reposant. Combien 3 minutes, alors je vais faire super vite. Et ça, je dirais que la position, c'est plutôt l'interprétation. Sur la prospective, on est en train de... Parce qu'une politique publique se construit comme un récit. Et donc, en situation de forte incertitude, de grande polarisation du type de décision qu'on va prendre, comme c'est le cas aujourd'hui avec les politiques de transition, et de complexité, parce qu'on ne voit pas vraiment les interactions en cascade qu'on peut produire lorsqu'on prend une petite mesure, et bien, du coup, la seule façon de pouvoir construire une légitimité, c'est à travers un bon discours qui est un bon récit. Et donc, le philosophe, là, il est très content, parce que du coup, on est dans la construction des référentiels de politique publique, et on est dans la construction des récits qui légitiment. Et donc, là, avoir un travail critique qui permet de délégitimer certains récits ou d'en légitimer d'autres, et de voir comment les appareils d'État et les dispositifs de pouvoir se saisissent de ces logiques-là, c'est quand même intéressant. Alors, j'aurais bien aimé pouvoir vous expliquer ça autour de la construction des politiques, par exemple d'évaluation des services écosystémiques, autour des discours liés à la biodiversité, donc l'émergence du discours stratégique de la biodiversité, j'ai pas le temps. Mais tout se fait autour de ce que j'appellerais des conflits d'interprétation. C'est la même chose qui se joue autour des discours sur l'anthropocène aujourd'hui. Parce que l'anthropocène ne s'appuie pas sur une production de nouvelles connaissances, mais sur la production de concepts qui permettent de légitimer des stratégies par rapport aux connaissances qu'on a et qui ont des conséquences très différentes sur les politiques qui pourraient être mises en œuvre. Bon, j'ai pas le temps de faire ça. Après, je dirais l'autre terme que je mettrai en avant, c'est la dimension de l'enquête, enquêter. Enquêter, c'est une expérience, par exemple, on était nombreux, il y a quelques années, à souffrir de ce qu'on faisait.
on souffrait physiquement, psychologiquement, on sentait qu'on n'était pas en train de faire ce qu'on devait faire, parce qu'on se demandait si on n'était pas fou de penser que les politiques étaient totalement la façon dont l'organisation des savoirs à l'université, les politiques en telles qu'elles étaient organisées, notamment dans le domaine de la transition au ministère, nous semblait totalement inadéquate. Et donc de l'intérieur, on en souffrait. Et donc du coup, on s'est dit, et si on hackait les institutions et qu'on créait un groupe pirate? On a créé donc le groupe Écologie Pirate. Et le groupe Écologie Pirate est venu, ce premier groupe, Baptiste, tu te souviens, la première réunion. Et on continue. Et donc on a fait une réunion il n'y a pas longtemps dans l'Allier, et on a continué en essayant de déterminer en fait un partenariat, une alliance avec un territoire. Donc on retourne toujours sur ce même territoire à côté de Moulins-sur-Allier, et ce qu'on fait là-bas, c'est essayer de renouveler la signification de l'enquête territoriale et la compréhension de l'enquête en ayant des procédures assez libres d'exploration et de rencontre des gens sur le territoire. Je n'ai pas le temps de développer, mais en gros, il y a aussi une réflexion sur les savoirs situés, il y a aussi une réflexion avec les artistes, et ça essaime, hein, il y a les pieds dans la boue là, que fait Anne de Malray par exemple avec Anne Guillaume, par exemple, du coup, ça essaime, et là les artistes aussi se mettent en situation de réfléchir qu'est-ce qu'un terrain pour eux, et du coup ça devient, ça enrichit nos réflexions. Et là, je dirais, l'enquête, c'est autour de la notion de territoire qu'elle s'est plutôt cristallisée. Après, si je devais regarder, il y a l'idée de construire des situations. On a construit des situations, par exemple, le dernier cas, c'était par exemple faire venir des chamans Kogi, 3 chamans Kogi qui ont voulu venir, en fait, hein, on les a accompagnés, on leur a rendu possible ce qu'ils ont demandé, pour transfigurer notre regard sur la vallée de la Drôme. Donc on a travaillé avec un groupe de 20 scientifiques, on a une coordination scientifique de 20 scientifiques et 3 chamans avec des parcours sur le territoire et des artistes pour aider à faire une cartographie sensible qui permettrait de nous aider à nous représenter la façon dont les copies se rapportaient au territoire et comment est-ce que ça change la perception du territoire, comment ça change la perception du territoire par les habitants aussi qui étaient en partie prenante et tout ça. Donc là il y avait un autre point autour de la construction de situations transformatrices, c'est pour ça que je dirais ça. Et après, je vais faire vite, il y a l'idée d'autres pratiques, pour faire vite, il y a l'idée de lancer des pratiques de conversation. Et à travers ces pratiques de conversation, essayer de réfléchir à des pratiques de transmission et des pratiques de constitution de communauté. Je mets tout dans un petit bloc. Et alors là, c'était par exemple l'initiative qu'on avait prise, qui est un échec total, parce que c'est pour des raisons, je dirais, liées à l'esprit de clocher et à la logique des politiques, à la logique politique de la recherche, je dirais, politicienne de la recherche. On avait créé un portail des humanités environnementales, qui existe toujours, qui est hébergé au Muséum d'Histoire naturelle. Et l'idée, c'était de pouvoir donner une visibilité à une communauté qui était peu reconnue, qui étaient ceux qui, dans différents domaines, en sociologie, en anthropologie, en philosophie, en économie, eh bien, avaient une entrée environnementale sur ces sujets-là. Donc, avaient des pratiques qui étaient différentes et utilisaient des approches, des doctrines différentes. Donc, pour nourrir ça, moi, de mon côté, pour explorer aussi, j'ai fait une centaine d'entretiens, d'1 heure à peu près chacun, qui sont en partie en ligne, et c'était parfois en série, qui était une façon, et j'en ai fait un avec Baptiste aussi, sur la série sur le sauvage, et qui était une façon, pour moi, en philosophe, d'essayer d'explorer à travers la conversation, et éventuellement, si les conditions s'y prêtaient, une certaine maïotique dans la pratique, comment on peut déterminer d'autres façons de transmettre des savoirs experts, parce qu'on n'est pas dans la vulgarisation, mais on est dans des échanges dans lesquels on approfondit sur des concepts, donc transmettre simplement des savoirs experts, et puis proposer aussi à travers les entretiens la possibilité de développer des conversations entre ces conversations, en développant de nouveaux outils numériques. Donc je me dis voilà, ça c'était une autre pratique autour de ces questions-là, qui était aussi une autre façon de faire du terrain. Et on a étendu cette approche-là aux militants, à des gens qui pratiquent, en lançant Sortir l'agriculture du salon, avec Alimentation Générale à Paris, en faisant un contre-salon d'agriculture. Et là, on a continué ces entretiens avec des artistes, avec des agriculteurs, des permaculteurs, etc. Il y a une vingtaine d'entretiens, non, une quarantaine d'entretiens, pas une 40, mais il y en a 20 en ligne, avec des gens qui justement proposent des alternatives de ce type-là. Et ça rejoint la question aussi de transmettre. Et donc là, comment on transmet un nouveau type de savoir, une autre façon d'aborder les savoirs. Ça, c'est l'expérience qu'on est en train de conduire aujourd'hui à l'École normale supérieure de Lyon, dans le cadre du curriculum anthropocène de Lyon. Dans le cadre du curriculum anthropocène de Lyon, qui est connecté avec HKV et Max Planck Institute à Berlin, qui ont lancé en fait un projet anthropocène pour repenser l'enseignement supérieur et repenser la logique de la recherche. Eh bien, on a essayé à l'ENS,
Ce n'est pas des conditions nécessairement objectivement faciles, vu qu'ils sont focalisés sur l'agrégation. Du coup, on a quand même essayé d'essayer de proposer un programme qui permettrait d'initier d'autres pratiques de recherche, d'autres façons d'enseigner, etc. Et pour le faire, on a développé un partenariat, j'appellerais cet autre aspect des approches de terrain, j'appellerais forger des alliances, avec le territoire, par exemple, de la Bio-Vallée dans la Drôme, avec lequel on travaille depuis quelques temps. Et pour essayer de voir si on ne peut pas déterminer une logique de territoire enseignant et de mettre les personnes qui peuvent transmettre des savoir-faire, notamment dans le rapport au vivant, en situation de pouvoir enseigner. Et donc comment on pourrait être des médiateurs d'autres parcours et d'autres modèles d'enseignement, notamment à travers la rencontre avec le vivant, et à travers cette dimension métamorphique qu'a le vivant. Et donc là, le problème vraiment, ça va être le temps. C'est-à-dire que pour pouvoir être ému par une plante qui pousse, il faut la regarder pousser, quoi. Pour être ému par un vivant dans la façon dont il se déploie, il faut passer du temps. Et donc le temps de cette émotion, il n'est pas compressible, on ne peut pas accélérer ça. Et donc comment est-ce qu'on peut déterminer des parcours d'enseignement qui permettent justement que ces émotions aient une fécondité dans la capacité des gens de reconfigurer leur rapport à la connaissance et le sens de la connaissance. Et ce que les Kogi nous ont beaucoup appris, c'est que ils se moquaient de nous, ils nous disaient, mais pourquoi est-ce que vous connaissez tant de choses si c'est pour les détruire? Pourquoi pour nous connaître, c'est prendre soin. On connaît pour prendre soin. Alors que vous voulez connaître, vous voulez savoir, en fait, pour pouvoir contrôler, pour pouvoir utiliser, pour pouvoir faire servir à vos intérêts. Et du coup, cette philosophie de l'éthique de la connaissance, ici, on a pensé que c'était comment est-ce qu'on peut la mettre dans un enseignement et l'intégrer dans les enseignements. Après, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait évoquer, mais je dirais que peut-être le dernier verbe que je pourrais citer en termes de posture, c'est témoigner, parce que c'est ce que je suis en train de faire là maintenant. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Marie pour ce panorama un petit peu de toutes les façons d'être sur le terrain pour les philosophes. J'aimerais revenir un petit peu sur sur le versant exercé et pratiqué donc, que vous avez effectué au ministère. Et c'est très intéressant la réflexion que vous en avez tirée de cette expérience-là sur la pratique pas du maintien de l'ordre, mais en tout cas le parallèle que vous faites entre le loup et l'ordre public. Et je me demandais, du coup, ça c'est quelque chose que vous avez tiré ensuite d'une réflexion philosophique que vous avez tirée de votre pratique, par votre pratique, mais est-ce que quand, au ministère, le travail que vous avez mené, dans quelle mesure est-ce que vous pouvez dire que vous l'avez mené en philosophe à ce moment-là? Est-ce que c'est comme tel que vous avez été appelé, ou plus par les travaux que vous aviez effectués sur le loup? Et quel est le sens en fait de la présence du philosophe sur le terrain, ou comment est-ce qu'elle se manifeste? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui pour vous était proprement philosophique dans le travail que vous avez mené? Si je comprends bien la question, c'est de se dire, j'étais le seul philosophe, peut-être qu'il y en avait un autre au commissariat général au développement durable qui est un inspecteur général, mais je crois que j'étais le seul qui était objectivement, académiquement repérable en tant que philosophe, disciplinairement, je dirais, dans le cadre de l'administration au moment où j'y étais, du ministère. Il n'y avait pas beaucoup dans d'autres ministères non plus. Je n'ai jamais rencontré d'autres dans ces situations-là. Donc en fait, on peut dire là sur quoi on est confronté, c'est la logique des corps de l'État. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont formés pour être à certains endroits, et c'est très rare. Je dirais c'est quasiment, à part pour des raisons politiques parfois, mais c'est très rare qu'on rencontre des gens qui émanent pas de ces corps. Donc les corps de l'État qu'on va retrouver, ça va pas être des académiques. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'historiens non plus. Il y a parfois des géographes égales. On a trouvé 2 ou 3 qui sont perdus, si on prend d'une façon ou d'une autre. Mais les géographes se perdent à chaque fois que je me promène avec eux, on sait plus où on va. Et là, on compte sur eux. Et vraiment, je dirais qu'ils étaient contents d'en avoir un. Et souvent, ils disaient, regardez, on a un philosophe, du coup, il y a toujours ce côté, on est dans une situation, à la fois, on est dedans, on est complètement intégré, parce qu'on monte un peu. Mais d'un autre côté,
on est toujours considéré comme en extériorité, puisqu'on est un philosophe, donc on est un animal rare, quoi, un truc un peu comme ça, exotique. Et donc, du coup, il y avait une certaine fierté. Mais après une longue méfiance. Et donc, en fait, on ne peut pas dire je suis tombé sur... C'était des gens qui m'ont proposé de faire ça au sein de l'administration. Parce qu'au départ, en fait, je n'avais pas prévu de rester. Enfin, les choses se sont faites vraiment voilà, sans anticipation, dans l'improvisation, voilà, de cette façon-là. Et puis après, je suis resté, et puis ils se sont rendus compte qu'on pouvait très bien faire le travail de cette façon-là, et donc ça a été content. Est-ce que dans ma pratique, maintenant, de mon point de vue, le fait d'être philosophe, j'ai fait une pratique philosophique. Ben, c'est ça qui a été le plus dur pour moi, c'était l'isolement. C'est-à-dire que quand on est à temps plein, pendant 13 ans, 6 ans sur le loup, et puis les autres années sur plein d'autres choses, mais à 13 ans dans une administration, à travailler là-dedans de multiples façons, ça coupe de la communauté philosophique, ça coupe aussi ça lie à beaucoup de choses, mais on est un petit peu tout seul sur notre bateau. Quoi. Donc c'est pour ça que je suis très sensible au fait que vous ayez essayé de créer une communauté de recherche autour de ce terrain qui permet de débriefer. Et le problème, c'est que c'est dur de débriefer tout ça. Donc on a besoin de gens qui sont experts pour nous aider à débriefer. Moi, je peux commencer à débriefer parce que j'ai quitté le ministère, et donc du coup, je revis d'une certaine façon là. Et du coup, je peux commencer à débriefer dans mon travail, je peux commencer à mettre en place des outils de réflexion qui me permettent de débriefer et avoir des échanges avec d'autres pour le faire. Donc je dirais que c'est très difficile à faire pendant qu'on le fait. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée d'être philosophe? Je pense que oui, mais bon, on apporte chacun ses compétences, ses qualités quand on fait un travail. Donc c'est pas nécessairement, mais spécifiquement philosophique, oui. Je dirais que c'est dans la capacité d'argumenter, dans la capacité d'intégrer en fait des éléments de toutes sortes de contextes épistémologiques pour pouvoir construire des politiques publiques. Et donc c'est ça qu'il faut. Donc en fait, le philosophe, en fait, c'est un très bon débouché pour lui, la construction de politiques publiques, parce qu'on a plein de registres de savoir, plein d'épistémologie. Et on construit des choses vraisemblables, on construit de l'autorité autour de ça. Et donc, du coup, oui, il faut faire très attention. Donc oui, en fait, oui, ça sert. Mais qui on sert? Et ça, c'est bien, parce qu'on prend vraiment conscience du discours de pouvoir. On est formé à faire des discours de pouvoir. Donc on peut essayer de subvertir ces discours. Mais bon. Oui, merci beaucoup de cet exposé. Et alors moi, j'inverserais la proposition. Je pense qu'en fait, ce n'était pas en tant qu'étant sur le terrain que vous étiez au ministère, j'ai plutôt l'impression que le ministère est un terrain. Et que, en fait, ce que vous êtes en train de nous rapporter, c'est une expérience de terrain. Et pour nous, elle me paraît extrêmement éclairante. C'est-à-dire le parallèle, mais parfaitement éloquent, que vous avez dressé entre la manière de considérer les loups et les prédateurs et la manière de considérer les manifestants et les opposants politiques me paraît littéralement lumineuse, et en particulier sur la question de ce que vous avez appelé, alors je n'ai pas explicité parce qu'en France je ne suis pas du tout éthologue, mais là j'en apprends beaucoup aujourd'hui entre vous deux, ce que vous avez appelé l'effarouchement. Et autrement dit, la manière de tester d'abord l'intention de l'autre. Et ce que vous avez dit, évidemment, sur le fait que finalement on ne laisse pas d'alternative, qu'il n'y a plus la période d'effarouchement, c'est-à-dire la période d'observation de l'autre, signifie aussi qu'il n'y a pas non plus, puisque là dans les relations humaines, la période du dialogue et du débat. Et donc du coup, pour moi, toute cette analogie est ultra éclairante parce qu'en fait, elle renvoie évidemment à ce qui est le fondement même d'une logique sécuritaire. C'est-à-dire une logique qui anticipe sur l'intention même de celui qui est considéré a priori, non pas comme un adversaire, mais comme un ennemi. Et ça, pour moi, ça renvoie exactement à ce qu'a été la biologisation de l'instruction policière au début du XXe siècle, à la charnière du XXe, au début du XXe, en particulier avec Vertillon, sous l'influence des théories aussi de Lombroso en Italie. Alors je rappelle que Vertillon est celui en fait qui a fait le faux
qui a fait condamner Dreyfus. Et il n'a jamais lui-même été condamné pour ça. Et donc, il est en fait, avec Lombroso, celui qui a élaboré la théorie du criminel né, c'est-à-dire de la manière de biologiser l'intention sociale et politique. Non plus d'en faire une intention déterminée par la volonté, mais une intention déterminée par une origine discriminée. Et je trouve que toute cette configuration autour de la logique sécuritaire, autour de la perte du temps, de l'approche de l'observation, etc., et de la manière finalement d'identifier le rapport à l'opposant au rapport à l'animal, en aggravant encore le rapport à l'animal. Et ce que vous avez dit en fait, du passage de ce ministère auquel vous participiez, de sa direction au ministère de l'Intérieur, me paraît absolument étonnant. Donc merci beaucoup, parce que pour moi, ce que vous venez de nous raconter, c'est un vrai terrain philosophique en termes hostile, c'est-à-dire en termes démocratiques. C'est vrai que c'est un terrain hostile. Ça veut dire, est-ce que vous avez une pratique philosophique? J'ai dit oui, il a fallu prendre sur soi. Et beaucoup, et tous les jours. Et donc, du coup, non, c'est vrai, il y a une sorte d'usure là-dessus qui est. Parce qu'à la fin, à force d'avoir une capacité de faire de la langue de bois, on a du mal à penser. C'est-à-dire qu'on est contaminé, au sens que vous avez très bien décrit en pensant en termes d'écologie mentale, c'est-à-dire on est contaminé par l'écologie mentale du milieu. Là, je suis retourné à France Stratégie, je suis retourné au ministère des Affaires étrangères pour quelques présentations. Monsieur Plaza s'appelait conseiller, c'est une autre position. Eh bien, j'ai été surpris, parce que j'étais libéré de cette situation. Déjà, on regarde les yeux, et les positions des corps, et les gens ne sont pas bien. Et ils disent, ouais, il y a de la censure, parce que c'est des anciens collègues, il y a de la censure. Je dis, ouais, ok. Puis je leur fais le truc, je dis, moi, ça va mieux, je suis bien fort, je suis content. Et je leur fais une présentation sur l'Anthropocène. Et les stratégies et les discours. Ça a duré des heures, et c'est rare que ça dure aussi longtemps. Et en fait, j'ai senti chez eux un sentiment de sidération. C'est-à-dire qu'on est dans une situation dans laquelle, et cette sidération, je lis ça parce que je dis, mais il y a une paralysie mentale. Donc oui, le milieu est hostile, et on voit l'effet de certains modes, disons, dispositifs institutionnels de contrôle des gens dans le cadre de la mise en œuvre bureaucratique de l'administration. On voit l'effet que ça a sur les gens au plus haut niveau, au niveau du ministère, c'est terrifiant. Maintenant, de l'autre côté, par rapport à ce que vous dites sur le loup, évidemment c'est une logique sécuritaire. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de m'occuper du loup. Parce que de mon point de vue, le loup était l'autre du souverain. Donc c'est la façon, donc, quand on voit comment la politique de l'État va évoluer dans sa façon de gérer ce qu'on pourrait qualifier comme dangerosité du loup, l'être du loup, grosso modo, non pas ce qu'il fait, mais la façon dont l'État va porter sur l'être du loup, et les politiques qui vont porter, on voit l'évolution des modalités de pouvoir, en termes de biopolitique, par rapport à la façon dont on gère l'ordre public, et donc on gère les gens. Et ça, le loup, à ce niveau-là, c'est comme une loupe. C'est vraiment une loupe. Et l'évolution a été foudroyante dans quelques années. C'est-à-dire qu'on voit les nouvelles rationalités qui se mettent en place, on voit les nouvelles logiques de justification, et on voit par exemple, vous vous souvenez, en 2001, on avait les attentats du 11 septembre, et puis on a eu le Patriot Act. Et avec le Patriot Act, les textes sont sortis, état d'exception d'Agamben, sont sortis des textes de juristes, justement, sur l'état d'urgence, et qui anticipaient les nouvelles législations par rapport à la logique de préemption, c'est-à-dire l'idée de pouvoir prévenir, justement, une attaque terroriste. Et je me souviens de lire des textes des juristes de l'époque, c'était en 2001, et ce qui était écrit, c'était qu'ils disaient, mais le problème, c'est que c'est une atteinte à l'ordre public. C'est-à-dire qu'on va définir le terrorisme comme atteinte à l'ordre public. C'est la législation du terrorisme qui est utilisée aujourd'hui pour mettre en garde à vue les gens qui prennent les portraits de Macron dans les mairies, les décrocheurs de portraits. C'est intéressant quand même de remarquer que c'est cette législation-là qui est utilisée. Et ce découplage entre la matérialité de l'acte et l'intention, c'est ce qui nous sort de la logique de la justice au sens pénal du terme, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que là, à partir de là, on est en train de politiser complètement
le domaine de ce qui est censé être la justice. Nous en avons conscience. Mais moi je trouve qu'effectivement, le montrer sur des espèces, et montrer qu'on fonctionne de la même façon sur les cormorans, sur les goélands, sur des loups, et sur les ours, il coûte trop cher. Mais grosso modo, sur d'autres espèces de ce type-là, c'est quand même, à mon avis, important. Parce qu'on voit la logique dans laquelle on est inscrit, et on voit les conséquences sur la signification de l'animal. Est-ce que cet animal, est-ce qu'il est considéré comme une race publica? Est-ce qu'il est considéré comme une race communiste? Est-ce qu'il est considéré comme une race sacrée? Ou est-ce qu'il est considéré comme une race dubious? À partir de là, on a toutes les positions qui permettent de voir comment les différents acteurs vont considérer cet animal. Mais ce sont des positions aussi sur l'inappropriabilité de la chose commune, enfin de ce qu'on partage. Ce sont des positions politiques profondes qui sont reflétées dans le rapport notamment au loup, mais qu'on peut montrer sur d'autres espèces. Mais le loup est comment dire, c'est celui qui manifeste le plus ces dimensions-là. Oui, c'est ça. On ne se loupe pas sur le loup. Quand on s'appelle Castaner et qu'on veut faire un truc pareil, on ne s'est pas loupé, ça c'est sûr. Oui. Deux choses. La première, je réagis à ce que tu viens de dire. Moi, je soutiendrais quand même qu'il faut faire attention à cette attitude épistémologique qui consiste à prendre les non-humains comme des supports, des miroirs des affaires humaines, parce qu'il me semble qu'elle participe de la logique d'invisibilisation et de violence que l'Occident naturaliste a générée à l'égard des vivants, et que c'est paradoxalement une des causes du problème. Et que, parallèlement à cette pertinence à utiliser le loup comme une loupe, ou comme un miroir, il faut maintenir la nécessité de considérer le loup comme un loup, c'est-à-dire comme une autre forme de vie, avec qui on est plus ou moins enjoint à coexister d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, moi je pense qu'il y a une nécessité de redoubler constamment l'opération analogique qui vient de la fable, dans laquelle on sait très bien que les animaux ont été utilisés comme miroir et support de signification sur les humains, mais qu'il faut, pour sortir de l'anthroponarcissisme, dans lesquels parler de nous ne parle jamais que de nous, comme parler du corbeau et de, je sais plus qui, du renard ne parle que de nous, il faut arriver il faut redoubler par le fait de parler d'eux. Puisque bien évidemment tu fais, et tu as beaucoup fait, notamment dans ton premier texte sur le loup lui-même. C'était juste pour rappeler cette nécessité du dédoublement à mon sens. L'autre aspect qui me fascine, c'est aussi dans ce cadre de cette section exercice entraînement que tu évoquais, et dans ton passage au ministère, parce que je trouve que tu révèles toi-même dans ta personne une évolution de la pratique de la philosophie de l'écologie, qui est celle d'un implicite ou d'un décalage de la focale. Moi, ce qui me fascine, c'est quand tu te rends capable, par ta familiarité avec le mode de fonctionnement des politiques publiques, d'isoler les points où ça coince. Et par exemple, c'est ce que j'appelle les rouages systémiques, les logiques systémiques. En fait, dans les incapacités de gestion et d'interaction avec les milieux, la faune, des politiques publiques, il n'y a pas tant de malveillance que ça. Il n'y a pas toujours tant de lobbying que ça. Il n'y a pas tant d'aveuglement que ça. Et l'un des points du problème, c'est justement cette application de rouages systémiques, faite d'habitudes institutionnelles qui roulent toutes seules et qui vont manger n'importe quelle matière indépendamment de sa singularité. Pour moi, ce type d'intuition que tu as, ça révèle l'un des grands problèmes aujourd'hui de nos rapports à la question écologique et du rapport à la philosophie à la question écologique, c'est le rapport à l'éthique. En fait, tu nous as parlé pendant 30 minutes de la question des rapports entre philosophie et terrain, et philosophie de l'écologie et terrain, et tu n'as pas parlé d'éthique environnementale. Et pour moi, c'est un révélateur très puissant que l'éthique environnementale dont vient la philosophie de l'écologie, historiquement, la philosophie environnementale anglo-saxonne, appartient à la spécialisation de l'éthique. C'est fondamentalement des problèmes éthiques, c'est régi par des types de problèmes philosophiques qui sont où est la valeur intrinsèque, qui en a, qu'est-ce que la valeur intrinsèque. En fait, ils sont comme sortis de la focale.
Et ils sont devenus, c'est presque devenu des controverses froides. Et je trouve que c'est pas anodin que, je crois, en ayant parcouru ou examiné les projets de philosophie environnementale, les projets de recherche des gens en cours ici, j'ai pas souvenir d'en avoir vu un qui porte expressément sur la valeur intrinsèque de X ou Y. C'est-à-dire des projets qui appartiendraient au sens propre à l'éthique environnementale. C'est comme si, là, ces dernières décennies, ce qui s'était passé, c'est qu'on était en train d'essayer d'inventer une pratique de la philosophie d'écologie qui soit émancipée de la stricte éthique environnementale. Il y a toujours de l'éthique environnementale, mais c'est plus de l'éthique environnementale au sens Callicott, Rawls, Norton. Et donc, là, cette politisation dans des sens riches et assez, que je ne suis pas capable de désoler, il me semble qu'elle est bien visible dans ton parcours. Et voilà, j'aimerais savoir si toi, tu avais quelque chose à dire sur ton rapport à l'éthique environnementale comme source d'origine, comme inspiration, ou comme quelque chose que tu aurais dépassé ou pas. Merci. C'est bien que tu me poses la question, parce que moi, je n'ai pas pu finir ce que j'avais j'avais 14, 13 à votre valeur, donc j'avais fait 14 points, 14 verbes qui permettaient d'essayer de prendre des positions, de qualifier des positions par rapport au terme, ce qu'on appellerait des postures. Quand on pense à éthique, on pense à posture, et donc je pensais à ces postures sur un mode éthique, en fait. Et chacune est comme témoigner aujourd'hui, honnêtement, le plus simplement possible, donc sans chercher à élaborer plus que nécessaire. Donc c'était cette idée, et cette idée dès le départ, c'était l'éthique environnementale qui m'avait intéressé. Et donc du coup, l'origine de mon travail de la recherche d'une autorité de l'expérience en lien avec le terrain, ça vient d'une interrogation, disons, qui émane du champ de l'éthique, dans son articulation avec la métaphysique, parce que l'éthique environnementale, c'est quand même l'idée de pouvoir repenser notre rapport d'obligation au-delà de la sphère des personnalités et de la personne humaine, au-delà de la sphère sociale. Et donc, dans quelle mesure on repense nos obligations, le bien et le mal, dans la mesure où ça peut concerner d'autres vivants, la communauté des autres vivants avec lesquels on partage l'habitat terrestre. Donc ça reste pour moi tout à fait central. Pour revenir sur ce que tu dis, je vais revenir là-dessus dans un instant, parce qu'au départ tu as dit qu'il faut faire attention à ne pas prendre l'animal comme dans une fable. On ne parlait pas de loup, là. On parlait de la façon dont nous gérons la prédation du loup, c'est-à-dire la façon dont l'État se rapporte au loup comme porteur d'un risque de prédation. Le plan national loup, finalement, n'a de suivi de population et d'état de conservation de la population que parce que celle-ci peut justifier des mesures de gestion du risque de prédation. Tout le plan national tourne autour de la gestion d'un risque. Donc, cette logique sécuritaire dans le rapport à l'animal, c'est de ça dont nous parlons. Et en ce sens, le loup fait loup, mais pas le loup l'animal, mais la relation qu'on a à cet animal comme étant dangereux, comme étant un prédateur, et donc comme posant ce risque, il va falloir gérer. C'est ce type de relation sécuritaire-là qui l'a emporté sur tout le reste, et qui structure complètement la politique publique sur le sujet. Et c'est ça, en ce sens, qu'il fait loup. Mais ce n'est pas du tout au sens où on raconterait une histoire dans laquelle on essaierait d'enrôler le loup, au contraire. C'est pas le propos. C'est ce que font les politiques. Quand ils parlent du loup, comme Estrosi le faisait très bien à l'époque, il s'est calmé, mais à un moment de la commission d'enquête parlementaire en 2005 sur le retour du loup en France, on peut lire les positions des politiques, la grande mauvaise foi dans les comptes rendus. Et on voit bien que dans ces positions-là, le même discours va porter sur le délinquant, sur le loup, sur le migrant, enfin bon, c'est les mêmes discours. Et on voit bien que ça peut, et on observe aujourd'hui les conséquences pratiques de ces discours en termes de politique, bien au-delà de la gestion d'une espèce sauvage protégée. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a un effet de précurseur et d'alerte qu'on peut trouver dans ces politiques et qui permettent d'éclairer les logiques systémiques dans lesquelles on est engagé aujourd'hui, dans notre façon de répondre de façon sécuritaire à d'autres menaces, et à définir justement d'autres êtres, d'autres populations, comme des risques. Donc pour revenir à l'éthique, clairement, faire ça, c'est un travail de santé, je dirais, d'écologie mentale. C'est déjà ça, parce que ça permet de voir la cohérence et de comprendre que c'est le même combat.
Et que donc finalement, s'engager pour défendre une autre façon de se rapporter au loup, comme tu le fais, autour de cette idée d'une diplomatie interespèce, ça veut dire que c'est le même combat que de s'engager pour un rapport plus hospitalier aux migrants dans une logique où on ne peut pas arrêter ce type de migration parce que c'est une dynamique systémique à échelle globale, dans un autre rapport par rapport à la façon de gérer l'ordre public et la contestation sociale dans notre pays, ce sont les mêmes combats. Et donc ça permet de réfléchir à des synergies, sans être là dans la convergence des luttes, mais ça permet de réfléchir à des synergies tactiques importantes. Et là-dessus, aujourd'hui, le dernier point sur lequel je voulais finir, c'était cette idée qu'on va essayer de lancer. Ça fait longtemps maintenant qu'on essaye, ça fait 1 an et demi, mais on voudrait bien lancer la Fondation Michel Serres pour un contrat naturel. Pour nous, ce que c'est porter en fait une convergence possible des luttes autour de ce qu'on appelle la santé commune. La santé commune, c'est penser en même temps de façon inséparée, comme je l'ai dit précédemment, inséparable, la dimension de santé humaine, la dimension de la santé sociale, donc le collectif social dont dépend la personne dans sa santé, et la santé écologique ou environnementale. Et du coup, c'est une évidence que ces éléments-là sont interconnectés et interdépendants. Bien entendu, mais aucune politique sectoriellement ne prend en considération ces interconnexions systémiques. Toutes sont construites sur je dirais, la capacité à déconnecter ces champs. Parce que dès qu'on les reconnecte, on détermine une puissance de légitimation et de contestation et d'action particulièrement inquiétante. Donc du coup, mais parfois aussi pleine d'espérance. Donc du coup, là il y a le positionnement éthique. Et je me dis, voilà, tu vois, il n'y a pas de contradiction entre une politisation et une posture éthique, ou une prise de position éthique. Il s'agit peut-être de pouvoir s'engager éthiquement dans un combat politique, sans prendre la posture de l'intellectuel, engagé en extériorité qui va vous dire quoi faire, en définissant des alliances avec des territoires, en donnant la possibilité à des gens qui sont des porteurs de savoir sur le vivant, de devenir enseignants, en ouvrant l'université à ce genre de nouvelles approches et nouveaux curriculums, etc., etc. Donc ça se coordonne comme ça, et on essaie de coordonner, on voudrait créer une nouvelle école, par exemple. Et on se dit, la Fondation, ça pourrait porter ça. Et on commence à essayer de fédérer une équipe pédagogique, une équipe qui peut nous rendre crédibles pour le faire, on y arrive progressivement. Et c'est ça la posture éthique. C'est cette capacité de rendre, c'est pour ça que j'aime le contrat naturel. Le contrat naturel suppose une égalité de droit entre tous les vivants. C'est inadmissible, c'est d'accord, pas possible. Une égalité de droit entre tous les vivants. Mais si on comprend qu'on ne peut pas vivre en dehors de l'atmosphère, si on comprend que nous sommes la Terre, cette égalité de droit, elle s'impose à nous, mais elle s'impose à nous par une rupture logique. Et cette rupture logique, elle est liée, comme une évidence, au fait que c'est la fécondité de l'avenir qu'elle rend possible, qui fait qu'elle s'impose à nous. Parce que si on se rend compte, si on ne travaille pas dans ce sens-là, dans cette évidence éthique de la nécessité de penser une égalité de droit entre tous les vivants et donc de changer notre rapport aux vivants, eh bien, tous les scénarios qui sont à notre disposition, tous les scénarios de politique publique sont des scénarios d'effondrement, de destruction, de désorganisation sociale, etc., etc. Donc du coup, on se dit, voilà la posture éthique. Et c'est aussi une posture politique, et c'est aussi une posture de recherche, voilà. Et c'est aussi une posture d'enseignement.